voyage au Rwanda avec l'ONG Handicap International. Vous êtes d'ailleurs ambassadrice d'Handicap International depuis 2017, c'est ça? Pourquoi? Parce que Handicap International s'appelle aussi Humanity and Inclusion. Et on a beau être tous des êtres humains. Je veux dire, moi j'aimerais bien que tout le monde devienne humain. Et voilà, l'inclusion, pour moi, c'est le mot qui manque parfois. Encore plus aujourd'hui. Le mot partage, le mot... En fait, je me dis que quand tu regardes les royaumes des animaux, tout le monde... on peut dire que... En fait, il n'y a aucun animal qui a tout pour se défendre dans la vie. Mais ils ont tous quelque chose pour se défendre. Et nous, les êtres humains, il y en a quelques-uns qui décident qu'ils veulent tout pour se défendre, pour avoir tout en main. Et puis ils se disent, mais celui-là, je ne vais pas l'aider. Je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui a besoin de lunettes. S'il est né au mauvais endroit, où il y a juste un siècle précédent, il est handicapé. Et simplement, tu lui mets des lunettes et tout va bien. Et moi, je dis toujours à une maman qui a un enfant handicapé, et c'est bien pire d'avoir un enfant handicapé dans un pays en développement, parce que, par exemple, notamment au Rwanda, c'est vu comme une malédiction. Et donc, en fait, je dis toujours à la maman, premièrement, bravo à vous, parce que vous n'avez pas fui. Parce que, je veux dire, il y a le mari ou l'homme, il fuit d'office, et la famille de l'homme aussi. Donc, c'est très, 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 déjà... courageux, je lui dis de rester. Et donc, je lui dis toujours, d'abord, vous êtes une héroïne, et votre enfant, en fait, je veux dire, dites-vous qu'il a un rôle à jouer. Je veux dire, il a un rôle, si lui, il se trouve dans une classe avec d'autres enfants, les autres enfants, ils vont apprendre l'empathie, ils vont apprendre la compassion, et même au-delà, ils vont apprendre de son courage. Donc voilà, moi je trouve qu'on ne doit pas avoir pitié de quelqu'un qui est handicapé. On ne va jamais dire de quelqu'un qui manque d'empathie et qui est un enfoiré et qui se trouve à des plus hauts postes dans notre société, on ne va jamais dire qu'il est handicapé. On l'a dit, parce qu'on lui a donné toutes les chances pour réussir. On l'a dit, vous êtes donc ambassadrice d'Handicap International depuis 2017. Je voulais savoir, c'est quoi concrètement le rôle d'une ambassadrice? Le rôle d'une ambassadrice, c'est premièrement, chaque ambassadrice à son caractère et donc, je veux dire, va différemment interpréter ce rôle. Mais je pense qu'on a envie d'avoir des gens qui ont une sorte de lien avec le public, qui font passer le message plus facilement. Et donc, on prend des gens qui sont premièrement connus. Et puis après, plus la personne a une crédibilité auprès des gens, que les gens croient que ce que la personne raconte, ils vont être persuadés qu'ils ont envie de contribuer. Et vous, ça vous prend du temps au Et quotidien? donc, moi, c'était quelque chose qui me paraissait comme une évidence que... premièrement, déjà, quand j'étais enfant, je ne supportais pas l'injustice. J'ai étudié le droit, je n'ai pas trouvé la justice. J'ai eu toutes les chances de ma vie. J'ai pu étudier, j'ai pu réaliser mon rêve d'artiste. Et je me sentais très, très mal. Parce que j'avais entre-temps aussi voyagé, j'avais été au Vietnam, j'avais vu les victimes de la guerre. Avec des images très dures là-bas. Ouais. Voilà, et puis tout de suite, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche là. C'est pas normal que moi, je puisse réaliser tous mes rêves et que je vois ici plein de gens, en fait. Il suffit de donner, je sais pas, une prothèse, ou il suffit de donner des lunettes, il suffit de donner, et eux aussi peuvent réaliser leurs rêves. Et donc je me suis dit, il faut rendre dans la vie. D'ailleurs, j'ai une théorie que si on donne à tout le monde les vraies chances égaux, donc ce dont il a besoin, je pense que la plupart des gens, il y a toujours quelques enfoirés, mais je veux dire, la plupart des gens, je pense qu'automatiquement, on a envie de rendre. Et ça peut paraître très simple d'ici, et en fait ça change leur vie aussi au Rwanda, notamment avec Handicap International, Jim. Bah oui, Axel Red, vous êtes super connu, et on vous adore, on l'a déjà rappelé pas mal de fois, on va encore peut-être le dire, mais les enfants que vous rencontrez là-bas, notamment on a vu les images, est-ce que vous devez leur montrer vos vidéos en disant, ben voilà, c'est moi que vous voyez en train de chanter, c'est moi qui fais ces immenses concerts, ou est-ce qu'il y en a quand même quelques-uns qui reconnaissent Axel Red? Ou est-ce que vous en parlez pas du tout? Il y avait plein de petits-enfants qui ne savaient pas du tout qui j'étais. C'était les gens de handicap qui... Oui, déjà, en fait, j'étais une star parce que j'étais rousse. Il y avait des villages où... Ils n'ont jamais vu ça? Non, donc j'étais une sorte de sorcière. Donc je me disais, si je souris, ils ne vont pas avoir peur de moi. Donc c'est très, très relatif. Bon, il y a des Rwandais, mais c'est plus alors à la capitale. Oui, parce qu'il y a encore la francophonie, oui, la Belgique. On ne doit pas être trop fiers de ce qu'on a fait là-bas, mais je veux dire,
voilà, il y a des gens qui parlent français et donc eux, ils connaissent. Mais franchement, moi, ce que je trouve beaucoup plus important, c'était à un moment donné, il y avait un petit garçon, je prends juste un exemple, et il parlait le langage des signes. Il apprenait, il avait la chance de pouvoir apprendre le langage des signes. Et la maman avait aussi la chance de pouvoir apprendre le langage des signes parce que c'était le programme qui présentait. Et moi, je disais, je ne veux pas parler à l'interprète, je veux apprendre un peu le langage pour avoir un contact direct parce que c'est cruel, sinon tu parles à... En fait, il n'y a personne qui s'adresse à l'enfant même. Et après, le petit garçon, il m'a dit, I like you. Et puis, j'ai vraiment je veux dire, je voulais pas pleurer en face de ce garçon, mais tu te disais, waouh, je veux dire, c'est pas normal qu'il puisse être touché tout simplement parce que quelqu'un fait l'effort de communiquer avec lui. Et là, tu te dis, on devrait tous apprendre le langage des signes, en fait. Parce que tant que tout le monde ne le parle pas, il reste aussi isolé. Et c'est un exemple de ce que je dis, c'est que, voilà, il y a quelque chose qui va pas dans comment on fait les choses dans notre société. Et donc, c'est pour ça que dans un pays ou dans un voyage comme au Rwanda, j'en sors toujours un peu brisée, mais en même temps, tu vois des gens gentils. Tu vois, il y avait des familles qui, par exemple, ils prêtaient leur maison une fois par semaine sans être rémunérés pour accueillir les enfants, mais aussi les enfants justement qui avaient des problèmes, pour que les parents puissent aller travailler dans les champs. Je te dis, mais waouh, c'est beau. Je veux dire, et il y a aussi ça chez nous, hein. Mais je me dis que si on parlait un peu plus des gens qui font des belles choses, on serait moins déprimés. C'est pour ça qu'on est content d'en parler aussi ce soir avec ces images et avec vous, Jody. Vous dites donc quand vous repartez, vous êtes souvent brisé. Est-ce que c'est pas un peu frustrant quand on repart de se dire qu'il y aura encore énormément de travail, énormément de combats, on s'en va, on laisse les personnes ? J'ai toujours ces visages en tête. Donc, je veux dire, j'ai beau me dire si je suis positive, voilà, je contribue, je vais parler ici, rendre les gens conscients, ils vont donner de l'argent, ils vont prendre conscience. Mais j'ai pas pu aider cet enfant-là qui me raconte, oui, ma maman, elle est toute seule, elle n'a pas les moyens, et tu sens bien que le garçon, il pourrait vraiment poursuivre ses études. J'ai envie de... et oui, je peux l'aider de ma poche, mais je veux dire, c'est une personne. Donc mais bon, je me dis que, voilà, je fais déjà ça, j'essaye de convaincre les gens, et moi je crois vraiment dans les bonnes ondes. Je pense que on change le monde, c'est par des rayons. C'est comme quand je vois une personne ici qui fait quelque chose de tout simple, être gentil pour ton voisin, je sais pas, aider à... Moi ça me touche, je suis émue, parce que je me dis que c'est comme ça, c'est tout simplement comme ça qu'on change le monde. Et ça fait du bien de parler de tout ça avec vous, parce que c'est vrai que pour le moment, c'est un peu dur d'être optimiste. Par exemple, une de vos chansons est encore bien malheureusement trop d'actualité, une de vos chansons cultes. On va écouter. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Donc Manhattan Kaboul, qu'on a tous reconnu avec Renaud, sorti en 2002, écrite, on le rappelle, peu après les attentats du 11 septembre 2001. Vous dites quoi en constatant que beaucoup de choses ont empiré à certains endroits du monde 20 ans après ? J'ai écrit la suite. Vous avez écrit la suite ? Ouais, en fait, j'ai refait un album, le premier depuis 7 ans. Et j'ai écrit la suite de Manhattan Kaboul parce que justement la situation des filles actuellement en Afghanistan n'est pas voilà, je trouve même pas de mots, mais la chanson est positive. C'est dur de trouver positive parce que pour moi, ce sont des héroïnes et voilà. Donc il faut simplement, tout ce qu'elles demandent, c'est qu'on parle d'elles. On les oublie pas. C'est vraiment une déclaration d'amour à ces femmes aussi qui luttent aujourd'hui pour simplement ce qu'elles sont dans ces pays-là. Oui, et en fait, j'aurais pu l'adresser à toutes les femmes dans tous les pays qui se trouvent dans ces difficultés, parce que comme je vous dis, au Rwanda, je veux dire, la situation des filles, en fait, la situation de la plus jeune fille, plus elle est jeune, je pense que, déjà, je ne veux pas paraître l'intellectuel qui va citer les grands noms, mais Euripide, c'était un grand dramaturge grec, et il avait dit, la pire des positions à avoir dans une société, c'est celle de la jeune fille. Et c'est vrai, quand tu le vois, quand il y a des guerres, quand il y a des crises,
c'est tout de suite la jeune fille qui prend tout. Et pour moi, en fait, le féminisme, il prend une toute autre connotation si on va d'abord se dire, OK, tout est important dans le féminisme et dans d'ailleurs tous les combats où il y a des discriminations. Mais si on pouvait d'abord se fixer ou s'intéresser à celles qui sont dans la position la plus vulnérable, c'est un peu ça tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Et on va parler de votre combat Parlons un aussi, peu de gratitude de ce qu'on a plutôt de dire ce qu'on n'a pas. C'est Et on votre va parler mot de vos préféré d'ailleurs. combats. C'est votre mot préféré, gratitude, il me semble. J'aime bien ce mot. Oui, mais en fait, il rend heureux. Et je le pratique pas toujours, parce que le matin, je me lève, ça va pas du tout, il n'y a rien qui va. Tu vois, Quand même. Mais oui, on est tous pareils. Je veux dire, franchement, je suis pas la Mère Thérèse, je suis pas... On est humain, finalement. Mais c'est oui, ça, hein. voilà, on est humain. Mais au moins, je me dis, allez, essayons. On va parler effectivement de tout votre combat pour les femmes aussi, qui fait partie aussi de votre carrière. Juste une petite question sur la chanson que vous allez écrire, la suite un peu de Manhattan Kaboul. Ce sera avec Renaud ou pas du tout? Non, j'étais très contente de partager ça avec lui. C'était un projet. Oui, voilà. Vous êtes toujours en contact avec lui? Je peux pas dire qu'on s'appelle toutes les semaines, mais ça reste, on s'aime beaucoup. Je parlez de lui comme, l'appelle votre une âme fois frère. tous les X temps, et puis alors on parle directement des choses vraies. C'est pas que ça reste pas. Il les gardera toujours une petite place comme ça. Je suis dans spécial. Et je vais parler de place des femmes, de féminisme. On n'aura pas le temps de revenir sur toutes vos chansons cultes, mais on va d'abord écouter la chanson qui vous a particulièrement fait connaître, c'est Sensualité. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pourrait t'adonner ta sensualité. Une femme qui assume son désir pour un homme, c'était un peu avant-gardiste à l'époque. Elle disait même stop quand elle avait envie C'est de ça. dire stop. En fait, elle décidait ce qu'elle voulait faire. Exactement. Ouais. C'était avant. Avant le mouvement MeToo aussi, Avant le longtemps avant. mouvement Mais c'est vrai que MeToo. c'est une chanson qui marquait un discours qu'on n'avait pas nécessairement à l'époque. Non, en fait, je veux dire, avant d'écrire une chanson, je réfléchis. J'ai en fait toute une vision de mon monde idéal. Et quand j'écris des chansons, je puise en fait dans ma boîte. Et après, ça peut être une chanson romantique, ça peut être une chanson fâchée, ça peut être... Mais tout tourne toujours autour de ce que j'ai comme idéal. Et je me rends compte qu'en fait, il n'a pas beaucoup évolué. Je rajoute toujours, j'apprends, comme dans la vie, on apprend toujours. Maintenant, par exemple, pendant ce voyage, je veux dire, j'ai de nouveau appris tellement de choses. Et puis, je rajoute ça simplement, mais ça ne change pas la vision que j'avais il y a autant d'années. Saskia ? Justement, j'allais vous demander ce genre de rencontre, de voyage humanitaire que vous faites. Vous avez fait quand même pas mal de pays. Ça permet de nourrir votre musique. Ça vous inspire vraiment? Musicalement? Oui. Ça me bloque aussi. C'est vrai? Pourquoi? Non, mais dans le sens où, à un moment donné, je me souviens, mes premières rencontres, justement, je me dis, est-ce que j'ai le droit de faire encore juste de la musique pour moi? Parce que, en fait, c'est très, très lié au stade de la vie dans lequel on est. Et en fait, on appelle ça dans la médecine indienne, c'est la phase pitta. C'est quand les hormones sont les plus hauts. Donc, c'est la puberté jusqu'à la androménopause. C'est moi, en fait, parce que tu dois tuer la génération d'avant. Et donc, en tant qu'artiste, tu te dis, venez me voir. Et sur scène, c'est tu vois. Et plus j'avance, plus c'est le partage. Et donc, à un moment donné, j'étais là, moi, et puis tu fais et puis tout à coup, tu es confronté que tout le monde n'a pas les mêmes possibilités. Et j'étais mal. Je me dis, mais toute cette lumière, est-ce que c'est normal que moi j'ai toute cette lumière et que voilà. Mais c'est génial parce que grâce à ça, vous pouvez justement transmettre des messages. C'est ça qui est génial. Oui, mais j'ai aussi mis du temps à comprendre que, il faut trouver le moyen pour transmettre les messages. Parce que si la chanson, elle est trop dure, les gens tu l'écoutes une fois, mais après c'est wow. Et donc maintenant j'ai compris que pour vraiment vraiment attirer les gens, c'est un peu comme le bonbon. Je me dis, la chanson, d'ailleurs la suite pour Manhattan Kaboul, c'est que plus en fait, maintenant, je travaille avec des layers. Donc, tu danses. Il y a des mots qui t'attirent, qui sont positifs. Et après, tu dis, ah oui, mais
Et il y a Et tu une seule réfléchis, question. mais c'est sans. Donc, j'ai jamais voulu donner des leçons parce que du coup, les gens ils fuient. C'est pas. Vous parliez aussi de cette difficulté parfois à gérer le succès. C'est vrai qu'avec Sensualité, vous avez eu un énorme succès. Et vous disiez justement sur ce start system, j'ai tout de suite compris que ça rendait dépressif. Il y a le dur, rêve. En fait, c'est dur à gérer le succès. c'est tous ces mots qu'on connaît en fait et qu'on ne sait pas ce que ça veut dire jusqu'à ce qu'on on le vit. C'est le revers de la médaille. Et en fait, aujourd'hui, on est tous des stars. Je ne sais pas si vous avez vu autour de vous. On est Certains tous des plus que stars. d'autres, ouais. Non, mais je veux dire dans notre tête. Je veux dire les jeunes. On veut tous être des stars, donc je veux dire, tout le monde a sa biographie. Moi, à 15 ans, j'étais la seule à avoir une biographie où tu te vantes un peu, tu exagères un peu, tu sais, you fake it till you make it. Mais j'étais la seule à avoir des photos corrigées. Comme sur un CV, on ressent toujours un peu. Non, tout le monde. Tout le monde va sur les réseaux sociaux, tout le notamment, monde ouais. est stressé, et donc tout le monde connaît le revers de la médaille. C'est une belle manière de voir les choses. Autre chanson culte, c'est Parce que c'est toi. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi. Rien que pour ça. Cette chanson qui est... Je rigole parce que Axel Red rigolait pendant sa chanson, mais cette chanson qui est une magnifique déclaration d'amour, chanson que vous avez écrite quand vous étiez à Montréal, c'est ça? Ou à Québec en tout cas. Quand vous étiez amoureuse, non, je suis toujours amoureuse. Vous êtes toujours amoureuse, d'ailleurs, Oui, ouais. oui, d'ailleurs. Mais l'année d'après cette chanson, exactement pile poil un an après, j'ai écrit Je me fâche. Pourquoi On comprend vos émotions via vos chansons, Jim. Pourquoi vous rigoliez là, justement? Je rigole parce que chaque fois, parce qu'il y a 30 ans, j'ai écrit, ou je sais qu'il n'y a pas comme ça, parce que c'est toi, j'ai plus peur de vieillir. Aujourd'hui, quand je chante, je fais toujours un peu. À l'époque, c'était quelque chose qui était vraiment très présent dans votre tête? Non, mais c'est fou parce qu'en fait, on se rend compte, depuis qu'on est petit, dans chaque livre, dans chaque poème, tu rencontres le mot immortel, bain de jouvent, et tu dis, qu'est-ce qu'ils veulent dire avec ça? L'empereur qui cherche la boisson pour éternellement. Mais pourquoi? Je veux dire, et plus t'avances dans la vie, tu dis, ah ouais, Vous cherchez. et donc inconsciemment, je me suis fait à la réflexion, il y avait une chanson d'Adèle et elle parlait de jeunes et de vieux, mais elle avait 20 ans. Mais donc, en fait, c'est dans notre subconscient que voilà. Donc vous cherchez la potion d'immortalité maintenant. Mais en fait, je dis toujours que j'ai pas peur de vieillir, toujours pas. Mais Un peu plus qu'avant. je préfère quand Un même peu pas plus trop. qu'avant. Cette chanson, J'ai pas encore trouvé la solution, quoi. cette chanson, elle a été reprise par Vianney, qui vous avait même écrit une lettre quand il avait 7 ans pour vous dire qu'il était fan de vous, c'est ça? Mais qui n'a jamais été envoyée. C'est trop mignon. Il vous a raconté ça quand vous l'avez rencontré bien plus tard, forcément. Oui, il y a quelques années, il m'avait invité pour chanter avec lui, et donc il m'a parlé de cette lettre, que en fait, sa maman, par miracle, en fait, il l'avait jamais envoyée. Le nombre de lettres que parfois on écrit, on ne voit pas. Mais sa maman l'avait gardée. Et d'ailleurs, ils sont venus à deux, sa maman et lui, voir mignon. mon concert. C'était trop mignon. Et Vianney, il est justement, bon, on voit le lien que je vais faire, il est coach dans The Voice France, et ça me fait une transition parfaite, puisque vous êtes l'un des nouveaux visages de The Voice Belgique, la 12e saison. Vous avez accepté directement ou pas nécessairement? Non, mais bon, en fait, ils me l'ont déjà demandé avant. Voilà, je trouve qu'ils font ça, ils font ça merveilleusement ici de Voice Belgique, mais c'est juste que il me faut beaucoup de courage pour faire ce genre d'émission. Je l'ai fait une fois en Flandre, une saison, et autant j'adore, comment dire, aider les jeunes et un peu rendre justement une fois de plus ce que moi j'ai eu comme soutien ou comme chance dans la vie. Mais c'est le côté télécrochet aussi. Je trouve ça un peu dur parce que en fait c'est une fausse illusion que tu vas les aider parce que tu perds la moitié de ton équipe. Ah ouais. Oui. Il n'y a qu'un vainqueur. Et je le prends tellement à cœur. Mais j'ai de la chance. En fait, ce qui est très chouette, c'est que en fait, le voice de The Band, c'est mon band. Et donc artistiquement, ça va être un plaisir. Et voilà, je vais juste être contente de partager avec les jeunes. Voilà, je suis sûre, il y a plein de talents ici et c'est chouette de pouvoir les voir comme ça. Même si voilà, je suis pas là pour The Voice aujourd'hui, mais non. Mais donc voilà. pas d'élimination en tout cas dans l'équipe d'Axel Red dans The Voice. Je voulais terminer avec une image. C'est vous au Stade de France pour la Coupe du Monde 98 avec Youssou N'Dour. Du monde de demain.
Ça vous fait quoi de revoir ces images? C'est complètement dingue. J'ai revu Youssou il y a 6 mois et c'est quelque chose de très très particulier. Je veux dire, c'est ce qu'on se dit. Je veux dire, on nous enlèverait jamais ça. Quoi. Ah non, on a ça... chanté devant 8 milliards de personnes. Bien qu'en Australie, on a mis la pub pendant qu'on chantait. Ah oui. Ma copine avait dit à tout le monde, ma copine passe. Ils ne nous ont jamais vus. Mais c'est mignon aussi parce que grâce à cette chanson, je veux dire, justement au Rwanda ou partout en Afrique. Oui, c'est ça, ça a eu une vraie portée. Oui, du coup, de passer c'est important pendant cette pour Coupe du eux. Monde. Donc c'est et même en Colombie, j'étais avec handicap en Colombie il y a 2 ans et ben, ils connaissaient Grâce à oui, ça. grâce à ça. Donc c'est chouette.